Alors, on va gentiment commencer. Donc, merci d'être venus. On est ravis de vous voir aussi nombreux. Donc, cet événement est le fruit d'une collaboration entre COSPOL, le Comité Sciences Politiques de Lausanne, et Forhaus. Il a pour objectif principal de promouvoir le débat public et le débat citoyen, plus principalement. Donc, en deux mots, COSPOL, c'est le Comité Sciences Politiques de l'Université de Lausanne, et on regroupe certains étudiants de sciences politiques, et on est l'association représentative des étudiants en sciences politiques à l'UNIL. Principalement, on organise, comme c'est le cas ce soir, des débats, des conférences, mais aussi des sorties culturelles. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez nous visiter sur notre site web, cospol.ch tout simplement. Merci d'être là ce soir, et je passe la parole à mon homologue. Merci beaucoup. Donc, en tant que coordinateur de Forhaus Lausanne, c'est aussi un grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue ce soir. Je vais essayer d'être un peu plus clair. Donc, Forhaus Lausanne, nous sommes un think tank de politique étrangère suisse. Nous sommes présents dans toutes les villes universitaires. Nous publions des papiers de discussion sur le sujet de l'actualité de la politique étrangère suisse. Et puis, nous organisons aussi des événements comme celui-ci. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir vers nous lors de l'apéritif. Puis, pour cet événement ce soir, c'est un sujet qu'on débat beaucoup au moment en Suisse sur cette initiative de mise en œuvre. C'est débattu dans la famille, au travail, dans les écoles, sur les réseaux sociaux. Mais je pense que c'est cool qu'ici, dans un débat public, on en discute aussi. Parce que souvent, on discute dans la famille, avec les amis, avec des gens qu'on partage les avis. Et donc ici, j'espère qu'on va encore s'inspirer des idées, des arguments qu'on ne connaissait pas. Pour Forhaus, il est important que dans ce débat, on prend compte aussi la dimension de la politique étrangère. Donc, d'une part, la Convention européenne des droits de l'homme, qui est mise en question par cette initiative, et deuxièmement aussi notre relation avec l'Union européenne, qui est aussi en question ou qui est liée à cette initiative de mise en œuvre. Maintenant, j'ai le plaisir de laisser la parole au modérateur de la soirée, Monsieur Nasr Latif. Merci. Merci beaucoup. Oui, mon nom n'est pas facile à prononcer. Je le conçois volontiers. Bonsoir à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette soirée de débat sur l'initiative de mise en œuvre de l'UDC. On a à peu près 3/4 d'heure de débat et puis quinzaine, vingtaine de minutes de discussion entre nous, de questions que vous pourrez poser aux interlocuteurs qui sont ici. Et pour cette soirée, on amène un élément de test. C'est une application qui s'appelle SpeakUp, que vous pouvez télécharger sur vos smartphones, Apple ou Android, qui vous permet, et ça c'est intéressant pour les plus timides d'entre vous, de poser une question à travers cette application. Je l'ai directement sur mon smartphone, et puis je pourrai relayer ces questions, soit directement en cours de débat, soit en toute fin lorsque les questions seront ouvertes pour cette discussion. Le débat, ça a été évoqué juste à l'instant, c'est peut-être l'objet le plus polémique. C'est certainement l'objet le plus polémique en votation le 28 février, certainement aussi l'objet le plus émotionnel pour cette votation en date du 28 février. Juste un petit rappel, c'était en 2010 que les Suisses ont accepté l'initiative de renvoi des criminels étrangers, l'initiative de l'UDC. Les chambres ont élaboré la loi d'application de cette initiative et en même temps que cette élaboration, l'UDC a lancé son second texte pour un renvoi effectif de cette même initiative. Et le sort justement de cette initiative dite de mise en œuvre sera scellé le 28 février par la votation populaire. Et le premier texte, à noter que le premier texte, celui du Parlement, la loi d'application, basée sur la première initiative, ne serait appliqué qu'en cas de refus de l'initiative de mise en œuvre du 28 février. Voilà juste pour le petit topo. Je vous propose à présent
de faire connaissance avec les intervenants de cette soirée, à commencer par Cécile Marel. Bonsoir, vous êtes conseillère nationale socialiste vaudoise, membre de la commission des institutions politiques, ancienne présidente de cette même commission des institutions politiques, et également professeure de droit constitutionnel à l'université de Neuchâtel. Brièvement, Cécile Marel, s'il devait y avoir un argument de poids, la raison principale pour laquelle il faudrait voter non, quel serait cet argument, Cécile Marel? Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Disons très brièvement, c'est une initiative qui est profondément arbitraire parce qu'elle met en place un automatisme aveugle, c'est-à-dire que dans le domaine des étrangers, même s'il s'agit de personnes qui ont un casier judiciaire, cette initiative met en place un automatisme de l'expulsion sans qu'on puisse analyser la situation personnelle de la personne. C'est une initiative qui est mensongère parce qu'elle ne met pas en œuvre l'initiative de 2010, elle contribue à durcir considérablement le catalogue des infractions concernées par l'expulsion automatique. Et puis, au-delà de son profond arbitraire et puis de la profonde discrimination qu'elle intègre, c'est une initiative qui court-circuite les institutions. En cela, elle est très dangereuse puisque ni les juges ni le Parlement n'ont leur mot à dire dans cette affaire. On brûle la séparation des pouvoirs et puis, au-delà de ça, on viole le droit international public que vous avez évoqué tout à l'heure. Et des éléments qui seront naturellement développés au cours de débats. Les intervenants ici et leur position représentent finalement assez bien la position des différents acteurs de la société civile sur cette votation. L'UDC se retrouve seul contre tous, contre l'économie, contre les établissements et les institutions, contre les juristes et les professeurs de droit, dont fait partie justement Martin Schubart. Bonsoir à vous, ancien président du tribunal fédéral, avocat et professeur de droit à l'université de Bâle. On précisera qu'il a été anciennement membre du Parti socialiste et aujourd'hui indépendant, il tient à le préciser. Martin Schubart, quel argument principal vous souhaitez évoquer pour, en l'occurrence, voter non à cette initiative le 28 février? Très simple, cette initiative viole grièvement le principe de l'humanité, un principe fondamental pour l'état de droit et fondamental pour la Confédération suisse. Voilà, qui est court, succinct et rapide, ce qu'on n'attendait pas moins en l'occurrence d'un magistrat. Merci beaucoup. Et enfin, avec nous, Jean-Luc Ador, bonsoir, conseiller national UDC Valaisan, membre de la commission des institutions politiques, avocat et ancien juge d'instruction du Valais central. Pardonnez-moi l'expression, Jean-Luc Ador, mais en l'occurrence ce soir vous êtes un peu le mouton noir autour de cette table. Pourquoi il faut voter oui à cette initiative le 28 février? Alors, je ne sais pas si je suis le mouton noir. Ce que je sais, c'est que je suis le seul qui ne soit pas professeur. Déjà, oui. Je suis le seul qui ait retroussé les manches et puis qui me soit occupé de prévenus et de victimes en chair et en os. D'abord pendant 10 ans comme juge d'instruction et puis maintenant comme avocat. Et puis je suis le seul qui ne soit pas socialiste. Maintenant, la raison pour laquelle je suis en faveur évidemment de cette initiative, c'est qu'elle est dangereuse. L'initiative est dangereuse. L'initiative est dangereuse. Cette initiative, elle est dangereuse pour les étrangers qui sont condamnés définitivement par nos tribunaux ici en Suisse. Et je pense qu'il est temps qu'on change de paradigme. Pendant trop longtemps, on a donné la priorité à la défense des intérêts des criminels. Il est temps de s'intéresser aux intérêts des victimes. Et puis j'y reviendrai tout à l'heure, cette initiative, elle perd l'enjeu, la différence entre l'initiative et la loi votée par le Parlement, c'est environ 6000 étrangers condamnés par nos tribunaux. La question c'est qui a intérêt à garder ces étrangers criminels chez nous? Bon, je vous pose la question, alors qui? Eh bien, en tout cas pas les victimes, en tout cas pas alors, les représentants de l'économie, parce qu'on a contre cette initiative une espèce de sainte alliance. Vous me pardonnerez, enfin les socialistes me pardonneront ma phraséologie gauchiste flamboyante, mais on a une espèce de sainte alliance entre la gauche et le grand capital. Mais la question, c'est de savoir si c'est vraiment l'économie qui est contre. Est-ce qu'il est dans l'intérêt des entreprises, pas d'économie suisse, etc. Est-ce qu'il est dans l'intérêt des entreprises que des criminels récidivistes, pour nombre d'entre eux, restent chez nous au lieu d'être expulsés? Est-ce qu'au contraire,
la sécurité n'est pas une des conditions cadres nécessaires à l'exercice d'une saine économie. Et puis il faut parler, encore une fois, des victimes, parce que, on y pourra y venir tout à l'heure, mais ce qui fait la différence principale juridiquement entre les deux textes, la loi votée par le Parlement et l'initiative, c'est la fameuse clause de rigueur, qui est en fait une clause favorable aux criminels, qui ne parle que des intérêts des criminels quasiment, et dont un type de personne est tout à fait absent, ce sont les victimes, et c'est du côté des victimes que se place l'UDC avec cette initiative. Alors avant, là on va rentrer évidemment dans le vif du sujet, peut-être pour comprendre véritablement de quoi on parle, faire un état de la situation. Aujourd'hui, qu'en est-il du renvoi des criminels étrangers avec le texte du Parlement? Qu'en est-il et qu'en serait-il avec le texte de cette initiative effective de renvoi des criminels étrangers? Martin Schubart, aujourd'hui concrètement en Suisse, déjà est-ce que les criminels étrangers sont expulsés? Si oui, qui? Combien sont-ils et pour quelles raisons? Je crois que nous devons arrêter de discuter en abstrait. On doit discuter sur la base des exemples concrets. Si cette initiative sera admise, on arrête. Je vous donne maintenant un exemple. Il y a 2 personnes en Suisse en secondo. Ils travaillent comme videurs d'une disco. Tous les deux ont un antécédent, il y a 9 ans, circulation routière, ça va arriver à tout le monde. Moi, je ne suis pas arrivé, mais ça peut arriver. Un antécédent qui est pour beaucoup de demandants. Maintenant, dans leur travail, ils exagèrent un peu en vider, j'ai dit la boutique, et sont condamnés après ça pour violation corporelle, mais à une peine qui est très 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 bas parce que c'est pas un grave délit. Le Suisse n'a aucun problème. Il paye sa peine. Le secondo, il paye aussi, mais il va quitter la Suisse pour 5 ans. Mais pardonnez-moi, ça en combien? Les résultats est, l'économie est concernée parce qu'il a jusqu'à là très bien travaillé, concerné est sa famille, ses enfants, et ça, cet exemple me montre d'une part que cette initiative est préparée par des gens qui ne connaissent pas la réalité ou ils ont complètement perdu les pédales. Alors, j'aimerais juste qu'on comprenne bien, je repose ma question. Aujourd'hui, actuellement, avec la loi, qui est expulsé? Dans quelles conditions? Mais ça dépend des circonstances. Il n'y a pas cet automatisme. Le cas que je viens de parler, je suis sûr que le second ne sera pas expulsé, parce qu'il n'y a aucune raison. Aussi votre ami Vogt, grand professeur, grand UDC, grand poule de M. Blocher, aussi M. Vogt a dit, c'est clair que les secondaires, on doit travailler comme les Suisses. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il a le même sentiment de droit que moi dans mon intérieur. Je le connais, j'ai discuté avec lui sur des questions de Strasbourg, nous ne sommes pas toujours de même avis. Mais dans son intérieur, il a un sens de justice, c'est pourquoi il a dit les secondes ne peuvent pas tomber sur cette initiative, mais les nobles de l'UDC le contredit, ont dit tais-toi, c'est une erreur de part. Jean-Luc Ador. Écoutez, les nobles de l'UDC, c'est un concept qui est bien sympathique. Moi, je constate qu'il y a une espèce d'élite de professeurs qui, eux, sont déconnectés de la réalité. Mais je suis plutôt praticien. Monsieur le professeur, je ne vous ai pas interrompu. Je suis praticien. Ah oui, d'accord. Mais moi, je ne sais pas depuis combien de temps vous n'avez pas vu un prévenu en chair et en os. Moi, j'en vois quand même assez régulièrement. Alors, déjà, c'est une espèce d'élite de professeurs qui, finalement, on a en quelque sorte le pays légal, si on reprend cette distinction un peu classique, et puis en face le pays réel. Parce qu'on parle de sentiment d'injustice d'un professeur qui dit en plus des choses que chacun est unanime à considérer comme fausses. Donc il est clair qu'aussi bien l'initiative que le texte voté par le Parlement concerne les secondos, ça c'est clair. Et puis le professeur Vogt, tout professeur et tout UDC qui soit, il a une opinion tout à fait isolée, dit des choses absolument fausses. Alors, combien y en a-t-il qui sont concernés? On peut le dire. D'après l'Office fédéral de la statistique, c'est pas l'UDC, d'après l'Office fédéral de la statistique, actuellement, il y a environ 500 expulsions qui sont
prononcées chaque année. C'est à cause de ça, c'est à cause du fait qu'il y a beaucoup trop d'étrangers condamnés par nos tribunaux, qui récidivent trop souvent chez nous, qui restent chez nous au lieu d'être expulsés. C'est à cause de ça, à cause du sentiment d'injustice que cette situation a provoqué au sein du peuple, que le peuple a accepté notre initiative en 2010 et que simultanément, toujours en 2010, il a refusé le contre-projet, un contre-projet qu'il a mis dehors par la porte et qu'on essaye de faire rentrer par la fenêtre avec cette espèce de clause dite de rigueur. Juste 2 mots, si vous permettez, sur l'exemple qui a été choisi. Franchement, il n'est pas bon parce que, premièrement, les videurs, si dans l'exercice de leur travail, donc il y a une clause dans l'initiative qui dit que l'expulsion peut ne pas être prononcée si l'acte a été commis en état de défense excusable ou de nécessité excusable. Donc s'ils font juste leur travail, ils risquent rien. Par contre, l'exemple n'est pas bon parce que ceux qui ont l'habitude d'être confrontés à la vie nocturne connaissent certains problèmes avec en particulier certains videurs étrangers qui, on peut le dire, ont la main plutôt lourde certaines fois et puis mériteraient parfois aussi qu'on leur rappelle certaines limites. Et sous cet angle, si on veut vraiment parler de cet exemple, c'est quelque part le propos de cette initiative. Et puis pour terminer, on parle d'antécédents. On a souvent utilisé cette image, mais je crois qu'effectivement elle est bonne. Eh bien, c'est comme sur un terrain de faute, quand on a pris un carton jaune, eh bien, on sait qu'il faut faire attention, et puis si on ne fait pas attention, on se prend un 2e carton, puis après c'est le rouge, c'est l'expulsion. C'est comme ça en faute, ça ne choque personne, et puis il en va de même quand on ne respecte pas les règles de ce pays. Alors juste quelques mots par rapport aux chiffres. 500, c'est ce qui a été donné effectivement par les chiffres de l'OFS, 4000 avec le texte du Parlement, et on serait à 10 000 avec le texte de l'UDC sur le renvoi effectif des criminels étrangers. Évidemment, c'est des projections à prendre avec des pincettes. Cécile Marel, peut-être arriverez-vous, s'il vous plaît, à éclairer notre lanterne. Quelle différence entre l'application de la loi aujourd'hui, celle du Parlement et le texte de l'initiative UDC? Alors c'est vrai que c'était votre question initiale, alors je vais essayer d'y répondre. Vous avez 3 situations différentes. La première, c'est le droit actuel. Dans le droit actuel, l'expulsion est de type administrative et en fait, si vous voulez, on va décider, le juge a, disons, un pouvoir de décision maximal et généralement, il applique la jurisprudence du tribunal fédéral qui dit que, en général, lorsqu'une personne est condamnée à partir d'1 an de condamnation, pour faire simple, eh bien, normalement, on va décider de l'expulsion de la personne et puis cette décision, elle est pondérée parce que les juges, effectivement, ils fonctionnent dans un état de droit, donc ils pondèrent, mais de manière très générale, à partir d'1 an de condamnation, les personnes sont expulsées. Avec la loi d'application qui a été votée par le Parlement en mars 2015 et qui entrerait en vigueur à l'été si l'initiative de mise en œuvre est refusée, eh bien, vous avez un nouveau système. L'expulsion est décrétée par le juge pénal et ce juge, il instaurerait sur la base d'un catalogue d'infractions extrêmement fourni, une expulsion automatique avec une clause de rigueur à titre exceptionnel, en particulier pour les personnes nées en Suisse et pour les personnes qui ont fait toute leur éducation en Suisse. Donc ça ne concerne pas les secondos? Ça concerne en particulier les secondos. Il y aurait une pondération qui serait effectuée entre l'intérêt public à expulser la personne et l'intérêt individuel à ce que la personne puisse rester ici. Et avec l'initiative de mise en œuvre, vous avez un catalogue, l'instauration effectivement d'une expulsion automatique par le juge pénal et l'instauration d'un catalogue qui est moins grand, moins fourni que le catalogue de la loi d'application, mais cette initiative de mise en œuvre instaure, disons, une expulsion automatique sans clause de rigueur, c'est-à-dire avec aucune exception possible. Si c'est ça la question que vous posez,
Maintenant, si je peux me permettre, parce que j'ai assez entendu M. Ador, ce qui est très problématique dans cette affaire, c'est qu'on oppose toujours l'UDC aux élites, les profs qui n'ont aucune idée de rien, qui sont abstraits, etc. On oppose toujours l'état de droit comme si c'était l'émanation d'un état de faiblesse. Comme disait Robert Badinter, l'état de droit, ce n'est pas synonyme de l'état de faiblesse. L'état de droit, c'est quelque chose qui permet un enchevêtrement de pouvoir, et Dieu sait si la Suisse, s'il y a un miracle suisse, c'est bien celui-là, c'est celui d'avoir trouvé une alchimie absolument efficace pour justement contrecarrer les contre-pouvoirs les uns aux autres. Et ce qui est de très problématique dans cette initiative, c'est que finalement, ces contre-pouvoirs sont complètement anéantis, court-circuités. Disons, le juge ne peut plus faire son travail sur la base d'une grille d'analyse normale, c'est-à-dire qu'il devient une espèce de caisse d'enregistrement où il ne fait que, devient une machine à expulsion, et puis le Parlement ne peut plus mettre en œuvre des décisions du peuple. Et c'est tout ça qui est au-delà de tout ce débat sur les praticiens ou pas du droit pénal. Personnellement, moi, ça m'est égal. Je suis aussi une praticienne, donc je ne me sens pas tellement visée par ces petites insultes, mais simplement, il faut savoir de quoi on parle. C'est quelque chose d'extrêmement grave de toujours opposer l'état de droit à l'état de faiblesse. L'état de droit aujourd'hui, c'est celui qui expulse. Les criminels de Cologne auraient été expulsés en Suisse sans le moindre problème. Et ce qui est de très problématique aussi dans cette initiative, c'est qu'elle ne répond pas aux problèmes, aux préoccupations de la population concernant les renvois. Elle ne donne aucune réponse parce que si on a des problèmes dans le domaine des expulsions, les juges ont durci leur jurisprudence depuis 2010 et bien avant même, déjà depuis 2009 je pense. Ce qu'il y a de problématique, c'est surtout l'exécution des renvois par rapport à un certain nombre de criminels et même de délinquants qu'on ne peut pas renvoyer. Et tous les pays européens ont aujourd'hui une réflexion à faire autour de ça. Nous, on commence à avoir des propositions, mais malheureusement, le débat public est aujourd'hui focalisé uniquement sur la question de l'expulsion automatique. Martin Schobart, j'aimerais juste vous entendre sur cette question-là de la marge de manœuvre des magistrats. Je donnais les chiffres tout à l'heure de l'OFSP, je disais c'est des projections, il faut être prudent parce qu'on ne sait pas concrètement comment ça va être appliqué. Est-ce que réellement les juges, qu'ils soient cantonaux, qu'ils soient fédéraux, vont être points liés sur leurs décisions où il y aura quand même une certaine marge de manœuvre? Normalement, je voulais juste prendre le micro s'il vous plaît. Normalement le juge a en marge de manœuvre, c'est clair. Quelquefois il y a des règles, comme il a été cité au foot, dans les mêmes 90 minutes, quelqu'un a déjà la carte jaune, d'une deuxième fois, il sera expulsé pour ce jeu, peut-être encore un, deux jeux, mais pas pour 5 ou 10 ans, mon cher collègue. Et je veux aussi rappeler, sur la base d'un antécédent qui se réalisait dans le même match, pas il y a 9 ans. Si un footballeur, il y a 9 ans, a reçu une carte jaune... Vous connaissez mal les règles du football, monsieur. Je connais bien. Et maintenant, il reçoit une deuxième carte jaune dans ces matchs, mais la première dans ces matchs, il ne sera pas expulsé. Ça, c'est la différence entre l'initiative. Et ça montre que vos arguments avec la carte jaune et la carte rouge, c'est complètement à côté. Alors, ce que je retiens, c'est qu'il y aura quand même, ce que nous dit l'ancien président du tribunal fédéral, une certaine marge de manœuvre de la part des juges, malgré ce que l'on peut entendre. Jean-Luc Ador, sur la question qu'évoquait Cécile Marel, sur la question finalement de la position de principe, du droit, vis-à-vis peut-être aussi des instances supérieures. Imaginons l'application, recours, ça va jusqu'au tribunal fédéral, recours, ça va jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Et là, l'avis des experts est assez unanime. La Cour européenne des droits de l'homme va forcément sanctionner la Suisse. Qu'est-ce qu'il en sera à ce moment-là? Alors ça, c'est ce qu'on verra, parce que dans l'initiative, il y a une clause qui, en substance, prévoit le respect des normes impératives du droit international. Exemple, on ne va pas expulser, c'est-à-dire on ne va pas exécuter l'expulsion de quelqu'un qui risque sa peau, qui risque d'être torturé, etc., s'il doit retourner dans son pays. Maintenant, la question, c'est de savoir par qui nous voulons être jugés, par qui nous voulons, puisqu'on parle des étrangers criminels, par qui nous voulons que les délinquants étrangers soient jugés. Plutôt que par les juges, il faut que ce soit le peuple qui les juge. Non, pas du tout. Est-ce qu'ils doivent... Ah non, parce que je vous rappelle que dans tout ce processus, quelle que soit la variante choisie, c'est quand même toujours un tribunal avec des voies de recours qui va juger ces étrangers criminels. Et je vous rappelle aussi qu'il y a une voie de recours
contre l'expulsion elle-même. C'est prévu dans l'initiative au tribunal cantonal. Mais la question qui se pose par rapport à ce que vous avez soulevé comme problème, c'est de savoir si dans ce pays, ce sont les juges suisses ou les juges étrangers qui vont juger les étrangers qui commettent des infractions chez nous. J'ai souvenir que l'événement fondateur de la Confédération suisse, c'est quand même le refus d'être jugé par des juges étrangers. Maintenant, vous permettrez que je réponde à quelques éléments que j'ai entendus tout à l'heure. Dont Mme Amarel a parlé tout à l'heure, j'ai entendu parler des intérêts des criminels, etc. J'ai pas entendu, pas plus que dans la clause du projet de la loi du Parlement non plus, j'ai pas entendu articuler le terme de victime. C'est ça qui doit changer. Ensuite, justement, on parle d'état de droit. Mais dans un état de droit, on doit, et on peut, mais on doit se livrer à une pesée d'intérêts. Il y a une pesée d'intérêts qui est proposée au peuple par le mécanisme prévu par l'initiative. Ça consiste à mettre en avant les intérêts des victimes et puis les intérêts à la sécurité publique. Et j'aimerais insister sur un point à ce sujet, c'est qu'il ne s'agit pas simplement de la sécurité des Suisses qui vont voter jusqu'au 28 février, mais aussi de ces 2 millions d'étrangers que nous avons sur notre territoire, dont l'immense majorité respecte nos lois et qui, pour leur immense majorité, sont les bienvenus et qui ont les mêmes aspirations à la sécurité que nous, Suisses. J'aimerais juste, merci Jean-Luc Ador, rester sur la question notamment des juges de la Cour européenne des droits de l'homme. Je suis surpris que vous n'ayez pas répondu à ma question de savoir qu'est-ce qui se passe si ça va jusque-là. Je suis surpris que vous n'ayez pas dit il faut voter oui à l'initiative sur la primauté du droit suisse. Qui aurait j'ai pas osé, mais puisque vous me tendez la perche, rapidement, il y a effectivement une initiative qui est toujours en cours de signature. Alors pour ceux qui aimeraient un peu bétonner le truc, si j'ose dire, il y a une deuxième variante. Donc la première solution, c'est de voter oui d'ici au 28 février, et puis la seconde, qui va un peu avec, c'est de signer cette initiative. Effectivement, vous avez raison. Donc vous avez des munitions, c'est ce qu'on comprend justement. Martin Chour, marge de manœuvre de ces juges étrangers. C'est intéressant, j'ai lu vos propos, j'ai écouté en l'occurrence vos propos à la radio, vous affirmez qu'il y a un affaiblissement de la démocratie par le droit international. Comment cela se fait-il ? Oui, c'est normal parce que la Suisse n'est pas une île isolée. Nous ne sommes pas des Robinson qui vivent sur une île isolée. Nous vivons dans un grand contexte. Et le droit international, grâce au droit international, la Confédération existe. Au Congrès de Vienne, on a sauvé la Suisse par l'aide des autres pays, mais qui ont créé un droit international qui protège aussi les petits pays comme la Suisse. Mais pourquoi aujourd'hui... la Suisse s'oppose au droit international, un jour elle aura la quittance. La Suisse existe d'abord par la volonté d'indépendance des cantons suisses, par la volonté d'indépendance et de la défendre au besoin par les armes à l'égard de l'extérieur. C'est aussi comme ça que la Suisse existe. Martin Schubert, oui. J'aimerais juste... Mais ça ne fonctionne pas sans la protection internationale. Pourquoi le droit international affaiblit la démocratie ? Bon, le droit international donne quelquefois des règles qu'on ne peut pas changer sur la voie démocratique. C'est un problème, c'est juste. Mais si on veut éviter ça, on va sortir de toutes les organisations internationales, on va abandonner tous les arrangements qu'on avait fait avec des autres pays, et après on ne survit plus. Ça, c'est le problème. On doit admettre que nous vivons dans un ensemble déjà en Europe, mais pas seulement en Europe, et on doit admettre dans ce contexte, on doit respecter aussi des règles internationales qui, quelquefois, ne correspondent pas à des idées des superdémocrates. Autre élément, c'est cela Marel, évoqué par le Conseil fédéral, des implications... Je note, si vous permettez, rapidement, oui. Je note que monsieur le professeur et ancien président du tribunal fédéral Schubart nous dit, en substance, que ce qu'il nous propose, c'est de nous soumettre à la loi des juges de Strasbourg, de juges étrangers. Voilà. Au besoin contre la démocratie. On nous dit que notre initiative est antidémocratique. Ce qui était antidémocratique, c'est de ne pas appliquer réellement ce qu'a voulu le peuple, parce que je rappelle, si vous permettez, que le peuple a voulu quelque chose de clair. On le sait, parce qu'il a à la fois accepté notre initiative qui prévoyait pas d'exception,
et refuser le contre-projet qui en prévoyait, et qu'encore une fois, ce contre-projet, on l'a fait sortir par la porte en 2010, on essaye de le faire rentrer par la fenêtre, et ça, Jean-Luc c'est Ador, profondément antidémocratique. Pardonnez-moi, je profite juste de l'occasion pour intercaler une question qui me vient à l'esprit. Pourquoi finalement lancer une initiative et pas un référendum contre cette loi du Parlement? Eh bien, pour une raison toute simple, à l'UDC, nous essayons d'avoir un vague esprit pratique. C'est pas du tout un but électoraliste. Écoutez, je crois qu'on est tous ici à avoir des buts électoralistes. Les élections, ça sert à quoi? Ça sert à proposer aux citoyens un programme, des idées qui varient. Et puis, mes collègues ici présents, socialistes, ils ont les mêmes buts électoralistes que nous, simplement ils n'ont pas les mêmes objectifs politiques. Certains vous diraient n'ont pas les mêmes moyens. Non, ça n'a rien à voir. Vous savez, devant le peuple, il vote pas sur les milliards, il vote sur, par exemple, le sentiment d'injustice lié au fait qu'il y a trop d'étrangers condamnés par nos tribunaux qui se promènent encore chez nous et qui récidivent. Mais je reviens sur l'esprit pratique. Que se serait-il passé si on n'avait pas lancé cette initiative et qu'on s'était contenté de lancer un référendum contre la loi votée par le Parlement l'été dernier? Si nous étions arrivés à nos fins, il se serait passé simplement que la loi aurait été réduite à néant, elle ne serait jamais entrée en vigueur, et qu'on se retrouverait à la case départ. Or, avec la variante qui a été choisie, on se retrouvera de toute façon pas à la case départ, parce que si on reprend, pour être un peu concret, ce qu'on a dit tout à l'heure, vous avez rappelé les chiffres tout à l'heure, donc finalement le peuple a à choisir entre soit l'initiative qui permet, selon l'OFS, d'expulser environ 10 000 étrangers criminels, soit la loi votée par le Parlement qui permet d'en expulser un peu moins de 4 000. C'est déjà un progrès par rapport à la situation actuelle qui, à juste titre, a été jugée inacceptable par les Suisses, parce que, je me répète, si en 2010, notre initiative a été acceptée et le contre-projet rejeté, c'est parce que les Suisses n'acceptaient pas le laxisme des autorités. Cécile Marel, je reviens à vous avec la question que je voulais poser initialement sur le rapport avec l'étranger. On a parlé de la Cour européenne des droits de l'homme, mais il y a aussi la question avec Bruxelles. Discussion tendue entre la Suisse et Bruxelles, et le Conseil fédéral qui dit que ce texte de l'initiative, cette initiative de l'UDC de mise en œuvre va compliquer les relations avec Bruxelles et est en contradiction avec certains droits garantis par l'accord de la libre circulation des personnes. De quels droits on parle précisément dans le cadre de l'accord de la libre circulation des personnes? Alors, il y avait beaucoup de choses à dire, mais on va passer outre. À moins que vous teniez à répondre à M. Ador. Non, mais disons, on peut pas réduire. Il y a tellement de choses fausses qui ont été dites. D'abord, sur la question du principe de non-refoulement, dire que vous ne réduisez pas le principe de non-refoulement dans l'initiative, c'est faux, parce que ce que M. Ador ne dit pas, en fait, le principe de non-refoulement, c'est ce principe qui interdit à un État de renvoyer une personne qui risque la mort ou des traitements dégradants ou inhumains dans son pays d'origine. Il faut savoir que vous limitez la portée de ce principe de non-refoulement parce que vous réduisez le contrôle, l'examen de ce principe uniquement au tribunal cantonal. Et vous court-circuitez le tribunal fédéral, donc les gens vont aller au tribunal cantonal et directement à la CEDH. Donc effectivement, ça va déjà provoquer une situation où l'examen du contrôle de ce principe sera réduit. Ensuite, juste pour dire deux mots, le principe de droit international, mais disons derrière le droit international, il y a juste le patrimoine juridique le plus riche de l'humanité, c'est-à-dire un patrimoine qui protège les minorités. Parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, les êtres humains, les collectivités ont compris que, oui, je vous montrerai l'article après, ils ont compris, je veux dire, juste qu'il fallait protéger les minorités dans les États, parce que contre la force de l'État, il faut protéger les minorités, et ça ne peut pas se faire nécessairement dans un catalogue à l'intérieur de l'État, mais il faut que l'extérieur puisse être suffisamment à même d'obliger les États à protéger leurs minorités, et c'est ce qu'on fait ici. Maintenant, pour votre question, c'est tout simple. L'accord sur la libre circulation des personnes prévoit une clause d'ordre public
c'est l'article 5 de l'annexe 1, si vous voulez chercher. Et cet article 5 de l'annexe 1 prévoit qu'on doit protéger tout le monde a le droit de venir en Suisse à certaines conditions quand on est européen, travail, revenus suffisants, etc. Et puis, on peut faire une exception, c'est-à-dire qu'on peut expulser quelqu'un, même quand il est européen, s'il constitue une menace grave, actuelle et réelle à l'ordre public suisse. Et le problème, c'est que le juge doit contrôler la menace grave, actuelle et réelle à l'ordre public suisse. Et l'initiative ne permet pas au juge de faire l'examen de la menace grave, réelle et actuelle avec l'initiative. Donc c'est clairement contraire à l'accord sur la libre circulation et ça vient évidemment ajouter une deuxième contradiction avec l'initiative contre l'immigration de masse. Un élément aussi qui a été évoqué, c'était Jean-Luc Ador ce matin avec Oscar Freisiger, le conseiller d'État valaisan, qui tenait une conférence de presse pour donner les arguments, en l'occurrence son Valais. Il y a un élément qui a été donné, c'est cela Marel, on reste juste avec vous, sur notamment la question des prisons. Il y a une surpopulation dans les prisons, particulièrement en Suisse romande, et l'un des arguments qui a été évoqué ce matin, c'est de dire que ça ferait des économies au canton, ça libérerait des places, et donc, puisque un détenu coûte particulièrement cher, est-ce que ça, c'est pas une solution aussi de se dire, finalement, oui, si on expulse jusqu'à 10 000 criminels étrangers, c'est 10 000 personnes en moins dans les prisons. Mais c'est complètement absurde, parce que on peut, c'est bon, Freisinger, c'est votre collègue, mais disons, le problème, c'est que les cantons ont évalué à 10 millions de francs cette initiative, parce que, évidemment, au-delà de la prison, vous devez exécuter les renvois. Et disons, la question de l'exécution des renvois peut coûter extrêmement cher. Moi, je tiens juste à rappeler que si on a un nombre important de personnes étrangères dans les prisons suisses, c'est pas parce que c'est la couleur du passeport qui fait qu'ils sont en prison, c'est parce qu'ils ont, et ça c'est le problème du phénomène de la corrélation que je pense beaucoup de politologues connaissent ici, c'est si vous avez une population qui est jeune, masculine, avec un niveau socio-économique faible et puis un niveau de formation faible, vous avez forcément plus de criminels et de délinquants dans cette population que dans un couvent pour femmes. Donc forcément que ce n'est pas la couleur du passeport, mais c'est la composition de ces critères qui fait qu'il y a plus d'étrangers, parce que les migrants sont plus jeunes, parfois sous-formés, parfois effectivement surtout masculins, et ça fait que on arrive à ce type de problème. Mais je peux vous assurer, et même si je ne suis pas conseillère d'État valaisanne, je peux vous assurer que c'est faux, parce qu'il y aura une augmentation du travail d'exécution des renvois qui sera extrêmement coûteux. Et si je me rappelle bien les chiffres, mais je ne veux pas dire des erreurs, une personne dans les prisons... non, je ne veux pas dire d'erreur, parce que je ne suis pas sûre de mes chiffres et puis qu'on est filmé. Vous restez prudente. Donc je reste prudente, mais je peux vous assurer que les cantons sont très clairs sur le fait qu'il y a une augmentation de 10 millions de francs. Je vais vous donner la parole dans quelques instants, Jean-Luc Ador. J'aimerais juste entendre Martin Schubart sur cet élément-là. Vous lui dites non, c'est totalement faux. Vous rejoignez ce que nous dit Cécile Marel. Alors, si un étranger est condamné à prison ferme, il ne sera pas expulsé pour éviter qu'il entre en prison. Il reste en prison pour purger sa peine. C'est pourquoi l'argument est complètement absurde de dire on doit expulser les gens pour libérer nos prisons. Je ne peux pas comprendre des imbécilités comme ça. Sur ce niveau, je ne discute pas. Bon voilà, les mots sont très durs, Jean-Luc Ador. En gros, ce qu'on nous dit, c'est on déshabille Paul pour habiller Pierre. Je vais essayer d'être un peu plus mesuré que ce que je viens d'entendre. Alors, d'abord, on a parlé de corrélation. Alors, je ne suis pas un politologue averti, j'ai juste traîné un peu mes socs pendant une année j'ai suivi des cours en Sciences Po, mais peut-être que certains penseront qu'il n'en reste pas grand-chose. Les chiffres montrent que ça plaise ou non à certains, une corrélation entre l'immigration et la criminalité. C'est comme ça peut déplaire, c'est comme ça, et notre initiative, elle apporte, pas une solution miracle, c'est pas de la magie, elle apporte une esquisse de solution à ce problème-là pour la sécurité des Suisses et des étrangers qui sont les bienvenus chez nous. Est-ce qu'il est absurde de dire que ça coûterait moins cher d'expulser les étrangers plutôt que de les garder chez nous? Bien sûr que quelqu'un qui
qui est incarcéré avant d'être expulsé, il va nous coûter pendant la durée de son incarcération. Mais ce qui est en jeu, c'est la protection du public et des victimes contre la récidive, surtout. Ça aussi, c'est une réalité, puis pas seulement statistique, parce que ça touche parfois les victimes dans leur chair. Et puis je pense qu'il n'y a rien d'absurde et encore moins d'imbécile à dire que si un étranger criminel récidive ailleurs que chez nous, éventuellement chez lui, plutôt que chez nous, eh ben, ça va réduire les coûts de son incarcération ici. Et puis maintenant, les coûts de l'exécution des renvois, c'est vrai que l'exécution des renvois, ça peut coûter cher. Mais la question, c'est de savoir, c'est toujours la même, c'est celle-là qui est en filigrane de tout le débat qu'on a sur ce sujet dans le cadre de cette campagne de votation, c'est la pesée d'intérêts entre les intérêts des criminels et les intérêts des victimes. Et j'entends mes deux contradicteurs se préoccuper beaucoup, et à vrai dire exclusivement, des intérêts des criminels, et je ne les ai pas entendus encore beaucoup ce soir parler des intérêts des victimes. Est-ce que les victimes sont les grandes oubliées de leurs préoccupations? Alors, Cécile Marel, effectivement, Jean-Luc Cador ramène depuis à plusieurs reprises déjà cet élément-là en disant « Nous défendons les victimes, vous défendez les criminels. » Qui défendez-vous, Cécile Marel? Alors justement, moi je vais vous donner un exemple, monsieur Ador, pour vous démontrer à quel point c'est du pur slogan ce que vous dites. Vous avez par exemple une affaire, parce que moi aussi j'en fais des affaires dans ce domaine, vous avez une affaire de violence domestique. Violence domestique, lésions corporelles graves, dans votre catalogue, c'est expulsion automatique. Il se trouve que tous les spécialistes de la violence domestique, par exemple, vous diront que cette initiative est extrêmement problématique parce que ça va induire un certain nombre d'effets sur les femmes victimes, en général, de la violence domestique. Parce que la violence domestique, c'est une infraction qui est très sensible. Certaines femmes, pour continuer à percevoir des pensions alimentaires de monsieur, si elles savent que déposer plainte va conduire en fait à une expulsion automatique, eh bien, pour leurs enfants et pour elles-mêmes, peut-être qu'elles songent à retarder en fait le dépôt d'une plainte. Ça aura des effets sur le juge parce que le juge, voyant en fait la situation peut-être du ménage, aura tendance peut-être à ne pas condamner monsieur pour les lésions corporelles graves dont on parle. Et ça aura aussi des effets sur toute une série d'éléments de la population qui sont beaucoup plus sensibles. Ça, c'est typiquement quelque chose de totalement scandaleux de mettre en place ce type de système d'expulsion automatique pour ce type d'infraction. Et je peux vous dire que les spécialistes, les avocats spécialistes dans le domaine de la violence domestique sont particulièrement inquiets de cette initiative parce que on sait très bien, pendant tous les débats parlementaires, et les juges sont bien placés pour le savoir, c'est des questions de savoir est-ce qu'on doit vraiment aller condamner, enfin instruire d'office ce type d'infraction, est-ce qu'on laisse la possibilité à un moment à la personne qui a déposé une plainte de pouvoir la retirer. C'est des choses qui sont extrêmement sensibles et le fait d'imposer une expulsion automatique là, ça aura des effets directs sur les victimes qui est particulièrement perverse et perfide. Et j'aimerais juste dire encore un élément sur cette question de l'exécution des renvois. Il y a toute une série de débats, et là je me porte vraiment en faux lorsqu'on dit qu'on est ceux qui défendent l'état de droit, c'est vraiment ceux qui défendent un état de faiblesse, c'est faux. Actuellement, il y a eu toute une série d'éléments très intéressants. On peut être contre ou pas concernant l'exécution des renvois, mais il se trouve que la Suisse, bon, au-delà de ces questions d'accord de réadmission, parce qu'on sait qu'un certain nombre de délinquants qu'on n'arrive pas à expulser, quand on arrive à les expulser, ils reviennent. Parce que moi, en tout cas, les cas que je connais, surtout des gens... Sauf si on rétablit les contrôles aux frontières que vous n'avez pas voulu. Ça, c'est impossible en pratique, c'est impossible. Vous ne pouvez pas
Ben oui, on vous Tous les vous a pays donné les d'Europe chiffres. bientôt le font. Mais non, sauf nous. 6500 km à surveiller comme vous le souhaitez avec l'armée. Je peux vous dire qu'il faut plus de soldats qu'on en a pour surveiller 6500 km, ne serait-ce qu'au-delà des questions pratiques, On a constaté au-delà une des problèmes réduction politiques. de la Mais criminalité si vous voulez, transfrontalière depuis que les Français, notamment, bon, ont dans la rétabli certains réalité, contrôles aux Monsieur frontières. Ador, C'est dans comme la ça, c'est réalité, tous les délinquants qui ont toute leur famille ici, qui ont leur grand-mère ici, qui ont tous leurs amis ici, leurs enfants, etc., de toute façon, quand ils sont expulsés, ils reviennent. Et je peux vous dire, pour connaître un petit peu les parcours migratoires, une personne qui veut migrer, qui veut entrer dans un pays, il le fait. Pour revenir Et au juste, texte, juste pour finir, pour rapidement. l'exécution des renvois, sachez juste qu'il y a toute une série de réflexions qui sont en train d'être menées, notamment par le biais de Frontex, pour essayer de faire en sorte d'avoir davantage d'efficacité dans le domaine de l'exécution des renvois. Par exemple, il y a une coopération des agents de liaison. Pour les renvois, on met en place, par exemple avec la Géorgie, on a mis en place des policiers géorgiens qui viennent eux-mêmes avec aussi des personnes qui viennent discuter avec la personne de Géorgie pour pouvoir davantage expulser les personnes, pour qu'il y ait moins de contraintes et qu'il y ait plus d'efficacité sur ce plan-là. Mais je veux dire, tous ces éléments-là, on peut pas les annihiler et dire que c'est qu'une question de décision de renvoi. C'est surtout une question d'exécution des renvois, puisque les délinquants avec lesquels on a des problèmes, c'est surtout ceux qui proviennent du Maghreb, parce qu'on n'a pas de bonne collaboration avec l'Algérie, avec le Maroc et même avec la Tunisie. Jean-Luc Ador, j'aimerais juste, pour la fin de ce débat, à la Prévert, de délits, de crimes. On voit par exemple les fraudes aux assurances sociales qui sont inscrites là-dedans. Et puis ce qu'on entend dans les débats chez vos opposants, c'est de dire mais pourquoi par exemple la fraude fiscale n'est pas inscrite dans ce catalogue de délits? Écoutez, c'est pas moi qui ai fait ce catalogue. Je suis pas convaincu que la fraude fiscale occupe une place très importante. On peut le déplorer. Moi, je suis pas un suppôt du grand capital ni de la fraude fiscale. Ça, c'est clair. Mais à ma connaissance, ça représente une frange très restreinte de la criminalité étrangère. C'est pas celle-là qui était visée par l'initiative, et puis c'est pas celle-là qui sera décisive dans le sentiment de sécurité ou d'insécurité. Mais en quoi, alors la pardonnez-moi, en population. quoi la fraude aux assurances sociales permet justement de lutter contre l'insécurité? Parce que les abus les plus massifs commis par des étrangers le sont dans ce domaine-là, plutôt que dans le domaine de la fraude fiscale. Et d'une manière générale, Martin Schubart, on l'a évoqué, je veux évoquer la place des étrangers en Suisse. La Suisse connaît en Europe l'une des proportions les plus fortes, si ce n'est la plus forte, de proportion d'étrangers. Ce que nous dit finalement l'initiative de mise en œuvre, c'est de dire les étrangers qui viennent en Suisse, ils s'intègrent, ils rentrent dans les clous, et si ce n'est pas le cas, ils partent. Finalement, ce principe-là est assez juste. Oui, mais vous oubliez complètement les réalités. Vous pouvez exécuter ça vis-à-vis des Européens, vous ne pouvez pas exécuter vis-à-vis des Africains. Et parce que la plupart des pays africains s'opposent à ça. Et les réactions négatives contre les étrangers, ce ne sont pas des réactions négatives contre les Allemands, les Français, les Italiens, qui sont nos amis. Les réactions sont contre les Africains. Et ces Africains, vous avez un grand problème d'exécution. Les fameux accords de réadmission. Alors Jean-Luc Ador, comment on règle ce problème-là? Prenons le cas par exemple de l'Algérie. Ça fait des années que la Suisse tente de négocier des accords de réadmission. L'Algérie ne veut pas en entendre parler. Bon, je ne connais pas en détail la question de l'Algérie. Ce que je sais, c'est qu'il y a quelque temps, au Parlement fédéral, il était question de lier les aides financières allouées par la Suisse à un titre ou à un autre, entre autres au titre de l'aide au développement, avec les accords de réadmission. Alors ça, évidemment, ça a été rejeté par ces mêmes personnes qui aujourd'hui nous disent qu'on ne pourra pas exécuter les renvois. J'estime que sous cet angle, l'UDC a agi d'une manière conséquente parce que nous avons quand même, vis-à-vis de certains de ces pays, des moyens de pression. Et puis, quand on a des atouts dans son jeu, eh bien, il est de notre devoir, surtout pour la sécurité de nos concitoyens, d'en faire usage, et je regrette que ça n'ait pas été fait. C'est cela, Marel, la Suisse ne bombe pas assez le torse et ne montre pas assez ses muscles face à ses voisins ou d'autres pays.
Disons, c'est un exemple assez mal choisi, Monsieur Ador, puisque l'Algérie n'a pas tellement besoin de l'aide au développement de la Suisse. C'est un pays qui est relativement riche. Ces questions d'exécution du renvoi passent par une amélioration de nos relations avec ces pays. Et l'amélioration avec ces pays passe par de vrais partenariats migratoires. Ces pays demandent à ce qu'on les prenne pour des acteurs à part entière. Il faut savoir quand même que quand vous... un partenariat migratoire, c'est un partenariat qui vise à permettre une immigration massive, c'est ça? Pas du tout. C'est ce qui a été mis en place, c'est ce que les pays européens essaient de mettre en place avec ces États. Il faut juste savoir que les États, disons, vous risquez votre peau si au Nigeria ou au Maroc, on voit arriver des ressortissants de votre propre pays bâillonnés. Les pays n'aiment pas ça, les populations n'aiment pas ça, et surtout elles risquent de punir les politiques qui admettent et signent des accords de réadmission avec les États occidentaux. Donc ce qu'il faut faire, c'est des partenariats migratoires, c'est-à-dire prendre ces États à part entière. Quand on a un désaccord sur un problème, en général, on essaye d'élargir le spectre pour essayer de trouver des compromis sur d'autres choses et faire en sorte que la pilule passe sur le dossier qui est le plus difficile à avaler. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec ces partenariats, c'est-à-dire d'essayer de mettre en place c'est ce qu'on a essayé de faire avec la Tunisie, mais c'était un peu timide, c'est-à-dire on sait que la Tunisie est intéressée par un certain nombre de travaux, de savoir-faire suisse dans le domaine de certains apprentissages, dans le domaine médical, etc. Donc on essaye de faire un échange d'apprentis, de médecins, et en échange, effectivement, on renvoie des personnes criminelles en Tunisie, et puis en échange, on fait des échanges avec les Tunisiens dans le domaine du travail et dans le domaine médical. Ça, c'est des éléments que je trouve intéressants, mais ça reste encore embryonnaire et ça doit encore être évalué. Et nous arrivons au terme de ce débat. Un grand merci pour les participants. J'ai regardé tout à l'heure sur l'application, personne n'a posé de questions, ça tombe bien, ça veut dire qu'il n'y a pas de timide ce soir dans la salle, c'est une bonne chose. Profitez-en, on a des spécialistes du droit et également un des politiciens au front concernant justement cette initiative de renvoi effectif des criminels étrangers. Peut-être qu'il y a des éléments qui n'ont pas été posés comme question, des éclaircissements qui sont nécessaires. Je vous donne la parole. Précisez peut-être si votre question s'oriente à l'une ou à l'autre des personnes présentes ici sur la scène. Qui veut se lancer? Madame, je vous en prie. Bonsoir, monsieur, dame. Fridon de Lausanne. Moi, si je peux, je parle aux 3 personnes devant moi. Madame Amarel, vous avez dit une chose concernant le schéma du délinquant jeune, pas de formation, pas d'argent. Ça explique pourquoi il a le droit d'être délinquant. Ça me rappelle une thèse qui a été faite par le professeur André Kunz, criminologue, n'est-ce pas? Seulement, elle dit aussi une autre chose, c'est qu'elle dit qu'il ne vaudrait mieux pas mettre tous ces gens en prison parce qu'on sait que les études, machin chose, font que de toute façon, ça ne sert à rien. Donc, si je suis votre logique, on ne les met pas en prison, on les laisse être ce qu'ils sont. Bon, on va peut-être les envoyer au pays pour faire des formations et tout. C'est pas logique de les renvoyer au pays parce qu'on les garde ici. Enfin, on se perd là-dedans parce qu'on voit qu'il n'y a pas de solution. On passe au droit international impératif, monsieur Schubart. Ce que vous dites, tout ça, c'est intéressant, mais moi, si je suis suissesse, citoyenne dans mon pays, je me dis, le droit, il s'applique comment? Il me tombe du ciel sur la tête ou il commence en bas et il monte? Donc moi, en Suisse, je me dis, le droit, il commence dans mes communes, il va dans nos cantons, à notre confédération, et on le fait comme ça. Donc c'est normal que je me dise, j'ai pas envie que ceux dont-dessus, le droit impératif, le droit supérieur, m'arrive sur la tête et décide pour moi. Moi, je suis suisse, je veux décider pour ma Suisse. Donc là, il y a un problème. Je ne suis pas tellement d'accord avec ce qu'il dit. Et monsieur Ador, vous êtes une chose, ce que vous dites, c'est bien, mais il y a une chose qui me dérange, si on parle toujours des victimes, et on en revient aux victimes, c'est qu'on devrait tous savoir, si moi je suis victime dans un procès pénal, le procès, il ne va jamais être fait pour la victime, pour moi. Il ne va jamais m'apporter une satisfaction. Le procès pénal, et je pense que M. Schubart, il le sait, ça sert simplement à juger un criminel. Donc, dans tout ça, on va où? Vous pouvez nous le dire?
Merci beaucoup, madame. Je vais peut-être résumer pour les personnes qui n'auront pas forcément entendu. En tout cas, chacun des intervenants en prend un peu pour son grade. Merci beaucoup pour cette analyse, madame. Premier élément qu'elle évoque, j'espère ne pas travestir vos propos concernant madame Cécile Marel, c'est de dire, finalement, on nous dit, les criminels, il y a un contexte socio-culturel ou socio-économique qui explique ces violences, mais du coup il ne faut pas forcément essayer d'évoquer une autre thèse du professeur Kuhn, c'est de dire que c'est pas leur place n'est pas forcément en prison. Elle nous demande mais quelle est alors la solution. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Concernant M. Schubart, c'est de dire finalement il nous dit qu'il y a le droit international. Madame estime que le droit doit venir d'en bas et monter plutôt que l'inverse. Et enfin pour M. Hador, et je laisserai chacun d'entre eux répondre à ces différents éléments, la question des victimes. Madame nous dit que dans un procès pénal, la victime ne se sent pas forcément, si j'ose dire, à la bonne place, ou en tout cas ne se sent pas être rendu justice forcément dans le cadre d'un procès pénal. Pardonnez-moi, je me suis un peu perdu sur ce dernier élément. Je laisse peut-être Jean-Luc Hador commencer par répondre sur la question justement des victimes, en disant, vous nous dites que vous défendez les victimes, où est la défense des victimes là-dedans? Bon, déjà, le procès pénal, il sert pas, donc quand il y a des victimes, il sert pas seulement à condamner l'auteur. Il sert aussi à reconnaître, à donner acte à la victime qu'elle est une victime. Parce que vous savez peut-être que c'est parfois un des problèmes. On sait, il y a des phénomènes assez difficiles à comprendre, mais qui sont réels, avec la victime qui se culpabilise, des phénomènes qui font qu'à un moment donné, le risque existe qu'il y ait une espèce de confusion entre les rôles respectifs de la victime et de l'auteur. Donc un des rôles, pour moi, du procès pénal, c'est de dire clairement, voilà, la victime, c'est elle, c'est la victime. Et puis l'auteur, je vais te parler d'une manière simple, mais c'est celui qui l'a fait du mal. Ça, c'est aussi un des rôles du procès pénal. Maintenant, moi je pense, mais ce n'est pas le sujet de cette initiative, qu'il y a beaucoup à faire dans la protection de la victime, et puis pour redonner à la victime plus de place, d'abord dans le procès pénal, et puis aussi après le procès lui-même, dans la phase de l'exécution. Je pense que la dernière révision du code de procédure, enfin le code de procédure pénale fédéral, qui est actuellement en vigueur, a plutôt affaibli la position de la victime que ne l'a renforcée. C'est mon avis. Et puis, au stade de l'exécution des peines, on donne une série d'informations à la victime aussi longtemps que le procès reste en cours. À partir du moment où le jugement est exécutoire, la victime disparaît et personne, par exemple, ne va en principe la viser de ce que l'auteur est relâché dans la nature. Donc là, il y a des réflexions à se faire. Par contre, la réponse que notre initiative apporte aux victimes, il y en a quand même une, par rapport à ces questions-là qui sont un peu d'un autre ordre, c'est que un des moyens de protéger les victimes, c'est de les protéger contre la récidive, et puis un moyen quand même efficace, beaucoup plus efficace que ne le croit Madame Marel, qui ne veut pas de contrôle aux frontières. Ce moyen, c'est d'expulser les victimes, parce que, je vais répéter quelque chose d'assez basique, peut-être c'est une lapalissade, mais un étranger condamné par nos tribunaux, expulsé, qui récidive chez lui, il récidive pas chez nous, et sa victime ne va pas le croiser dans son parcours quotidien. Et ça, je prétends que c'est un vrai gain concret de sécurité qu'on peut espérer avec notre initiative. Jean-Luc Hador, merci beaucoup. Martin Schubart, pourquoi diable le droit doit-il venir du haut en bas comme une sorte de droit divin et pas du peuple? Bon, je crois le droit international qui freine quelquefois quelques possibilités de la démocratie, ces droits internationaux, c'était accepté par la Suisse. La Convention de Strasbourg, c'est pas octroyé par des étrangers, c'est la Suisse qui est entrée dans le Conseil d'Europe et qui a accepté la Convention. Les bilatéraux, ils ne sont pas octroyés par les autres, c'est la Suisse qui a accepté les bilatéraux. Et je peux aussi dire, madame, dans le contexte où nous discutons, il y a un principe commun entre la Suisse et ici le droit européen, c'est l'humanité, comme j'ai dit au début.
Et cette initiative viole l'humanité. Ça viole un principe fondamental de la Suisse, aussi un principe fondamental international. C'est pourquoi, dans notre contexte, je ne vois pas un problème entre le droit international et la démocratie. Cécile Marel, enfin, est-ce que, à travers les explications sociologiques, vous ne cherchez pas à trouver des excuses? C'est tout à fait inadmissible. C'est comme le fait qu'on me fait dire que je suis contre le contrôle aux frontières. J'ai jamais dit que j'étais contre le contrôle aux frontières. J'ai dit que j'étais contre la fermeture des frontières, mais les contrôles sont évidemment nécessaires et ils le deviendront peut-être au cours de ces prochains mois, on verra. Maintenant, je veux dire, vous prenez une thèse de M. Kuhn, moi je suis pour les prisons, enfin je suis en train de dire des évidences, mais s'il faut le dire, c'est vrai que M. Kuhn revient sur cette question du rôle et de la nécessité de l'utilité sociale en fait des prisons. Moi je ne vais pas du tout aussi loin, je pense que, évidemment, mais le problème c'est que si vous voulez interagir sur la criminalité, vous êtes obligé d'essayer de comprendre les facteurs qui poussent les gens à devenir des criminels. Vous le dites, ça explique, ça n'excuse pas. Voilà, exactement. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'il faut arrêter de s'imaginer que ce débat sur l'initiative de mise en œuvre oppose les victimes aux criminels. Parce que dans cette initiative, on n'est pas en train de parler uniquement que des criminels. On parle d'une part de délinquants, donc c'est des infractions qui sont censées être moins graves. Et puis vous avez parlé tout à l'heure d'une infraction dont on n'a peut-être pas assez parlé, c'est la question de l'abus à l'aide sociale. Et cette initiative, peut-être dans les 10 000 renvois supplémentaires qui sont comptabilisés par l'OFS, il n'y a pas ceux qui concernent cette nouvelle infraction d'abus à l'aide sociale qui est particulièrement préoccupante parce que cette infraction va extrêmement loin. Elle pousse en fait à une expulsion automatique pour un simple abus à l'aide sociale. Et si on prend plus ou moins la pratique du tribunal fédéral, il suffirait, dans le cadre d'un dol éventuel, d'un oubli de plus de 300 francs, pour qu'on puisse considérer, pour le cas où vous êtes condamné pour cette infraction, d'abus à l'aide sociale. Donc il suffirait qu'un changement de situation qui induirait des allocations familiales de plus de 300 francs puisse aboutir à une expulsion automatique. Donc, ce que je dis là, c'est que ce ne sont pas que des criminels. Il ne faut pas s'imaginer que c'est le violeur consommeur qu'on essayait de nous stéréotyper déjà en novembre 2010. C'est des infractions qui vont concerner monsieur et madame tout le monde dans le cadre de ces 2 millions d'étrangers qu'on a en Suisse aujourd'hui. Et je rejoins ce qui vient d'être dit, c'est profondément un problème humain. C'est-à-dire que dans notre pays, nous avons un tiers de Suisses dont les parents, au moins un des parents, est né à l'étranger. Et la moitié des Suisses ont des membres de la famille qui ont au moins un grand-père étranger. Ça veut dire que vous êtes à un moment donné susceptible, tout à chacun, même si vous êtes Suisse, d'être touché dans le cadre de vos proches par cette initiative. Et c'est en cela que c'est insupportable, parce que ça va créer une situation délétère dans cette société qui va être absolument insupportable, parce que les gens, du moment où il y a des expulsions automatiques qui peuvent se faire, ils vont commencer à dénoncer devant les juges les personnes qui peuvent être expulsées de manière automatique. Je vous laisse imaginer le climat qu'il peut y avoir si on met cette initiative et si on la met en œuvre. Et c'est pour cela que je pense que sur le fond, au-delà de tous les problèmes juridiques, il y a aussi un problème profondément humain qu'il faut aujourd'hui tenir compte avant d'aller voter. Alors, merci pour vos réponses, merci pour votre question, madame. Il faut qu'on avance. Je vais prendre une autre question dans le public. Madame, je vous en prie. Oui, madame avec l'écharpe Bordeaux. Oui, alors je vous remercie beaucoup de tout ce que vous avez donné comme information. Je suis quant à moi sidérée qu'on puisse nous dire encore une fois ce que vous avez dit, monsieur, quand on a dit mais quelles seront les répercussions sur nos liens avec les autres, on verra bien. On a déjà vu le 9 février, on verra bien, et le 10, on a vu. Rien que ça me sidère. Donc, ce n'est pas une question, mais je suis frappée qu'on prenne le temps de telle mon argumentation, alors que pour moi, une chose comme ça est déjà absolument claire. On verra bien. Comment est-ce qu'on peut emmener toute une population dans les réflexions où on parle du sujet lui-même, alors qu'on verra bien, on n'a pas réfléchi là après.
Ce sont des propos, si je ne m'abuse, de Jean-Luc Ador, justement, à la question de la répercussion avec nos voisins et les autres pays. Jean-Luc Ador. Alors je vais peut-être préciser ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce que je pense, c'est qu'il n'y aura pas les répercussions que certains décrivent. Voilà ce que je pense. C'est pas on verra bien. Il y a une clause. Je viens de dire que je précise ma réponse. Alors je dis simplement que je ne crois pas qu'il y aura les conséquences graves qu'on nous dit. Je crois qu'un pays a encore le droit d'être souverain. Ça, c'est vraiment un élément essentiel pour un pays. Si la proposition, c'est de se soumettre à l'Union européenne, à des juges étrangers, cette proposition est inacceptable, mais en l'état, je pense que ce que nous proposons par cette initiative, c'est quelque chose qui finalement est assez analogue à ce qui est autorisé par les accords sur la libre circulation des personnes, et c'est en aucun cas une violation de la Convention européenne des droits de l'homme, sachant que dans les cas les plus flagrants, l'initiative, comme j'ai dit tout à l'heure, comporte une clause qui impose, ou qui rappelle plutôt, parce qu'il n'y a pas besoin d'une clause d'initiative pour rappeler l'application du droit international impératif. Merci beaucoup pour votre réponse. Je vois qu'il y a encore des questions dans le public. Malheureusement, je respecte le délai. Est-ce que les organisateurs m'autorisent à donner encore une question au public? Oui. On fait finalement le jugement de M. Ador. Moi, je suis étranger, né en Suisse, et je respecte profondément les valeurs de la Suisse de M. Ador. Là, on est en train de faire un débat sur, d'un côté, quelqu'un qui défend les victimes, de l'autre côté, qui défend les criminels. Et ça me déçoit énormément. Je suis désolé. Voilà pour votre remarque. Merci beaucoup. On voit que c'est un showman, il aime la scène. Merci en tout cas d'être monté jusqu'ici. Voilà, on va terminer là-dessus. Merci à Cécile Amarel, Martin Schubart et Jean-Luc Ador d'être venus participer à ce débat organisé par Forhaus et Cospol. Je donne le micro aux organisateurs pour le mot de la fin. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à tout à l'heure pour l'apéro. Merci. On espère que ce débat vous aura éclairé sur la question et que vous vous rendrez aux urnes de manière consciente. Et puis, la discussion peut continuer juste à côté. Il y a un apéro qui vous attend. Et merci encore pour cette soirée.